Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle review sur Saint Seiya Santia Show. Aujourd'hui on va parler d'un épisode qui a fait beaucoup parler de lui. Il est pas mal... On aime le détester cet épisode, j'ai envie de dire. C'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite. On va en parler bien sûr, on est go et on va regarder en détail, on va prendre le temps. Donc un opening qui nous renvoie à l'arc du sanctuaire de la série originale. Ça permet en fait, selon moi, une petite mise en situation pour les éventuels nouveaux viewers. On va reparler de ça. Cet épisode répond à une question fondamentale selon moi. Est-ce que Santia Show était destiné en anime aux fans de la première heure ou de Santia Show de manière générale, ou à obtenir un nouveau public, à avoir un nouveau public? Là, selon moi, la réponse est claire dans cet épisode, on va y revenir, même si là, on a quand même une petite mise en situation. Shoko, en tant qu'enveloppe d'Eris, est comme, on va dire, possédée par les âmes du puits, de la faille des enfers, et elle va passer un peu en mode souris H2G2, elle va tout simplement partir un petit peu en mode multidimensionnel et recevoir le souvenir des morts. Et là, les amis, ça annonce la couleur de l'épisode, c'est un florilège de séquences fanservice. On ouvre les vannes, on se fait plaisir, et sérieux, je comprends pas comment des gens ont pu ne pas aimer ça. Et donc, Shoko va commencer à traverser les séquences, un peu comme dans un conte de Noël, mené par sa conscience. Et la première scène à laquelle on va assister, c'est le choix du nouveau Grand Pop. Donc on a le Grand Pop, le vrai, qui est en face de lui, Saga et Aiolos. C'est une scène qui en fait est là, selon moi, pour mettre en perspective la frustration de Saga. On nous met en scène quelque chose qui a été induit tout au long des arcs, tout au long de Saint Seiya, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Et là, on nous parle simplement, on nous met en perspective, on nous explique pourquoi est-ce que Saga est frustré. Il aurait pu être Grand Pop officiellement. Le déroulement suit une certaine logique. On peut comprendre pourquoi sa part sombre a pris le dessus. Il était destiné à être l'éternel second derrière Aiolos, qui lui a été choisi par Chion, par le Grand Pop à ce moment-là, pour être le futur nouveau Grand Pop. D'ailleurs, la séquence qui se déroule un tout petit peu après, le tête-à-tête, le Grand Pop vs Saga, selon moi, c'est aussi une scène qui a une double vocation. La première, c'est pour permettre éventuellement à des gens qui n'auraient pas vu l'arc principal, qui ne sauraient pas exactement dans quel contexte on est, de comprendre pourquoi Saga est Grand Pop, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a plein de spoils dans cet épisode, dans cette review, vous le savez. Donc voilà, Saga prend la place du Grand Pop, il explique qu'il y a sa part sombre qui prend le dessus. Ok, c'est une scène qui est là peut-être pour nous montrer. Nous les fans, on l'avait pas vu clairement. Enfin les fans, nous les fans, c'est un peu prétentieux. Les gens qui ont vu les anciennes séries de ça, on l'avait peut-être pas vu clairement. Ok, ça fonctionne, ça fonctionne. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi le Grand Pop avec tous ses sens éveillés ne l'a pas vu venir. En plus, on a vu que apparemment, il y avait quand même les Grands Pop pouvaient quand même avoir certaines petites prémonitions, etc. Alors pour le coup, c'était Saga, mais Chion a quand même un sacré background. C'est connu, c'est une des grandes questions de l'univers Saint Seiya, pourquoi le Grand Pop n'a pas vu venir Saga, surtout qu'il lui dit, qu'il ressent qu'il y a un démon en lui. Mais bon, ça c'est pas une incohérence, c'est un fait qui est là depuis le départ. Donc Shoko qui traverse toujours, qui fait son voyage intersidéral, voit cette scène, et de l'autre côté, dans le monde réel, Mi et Xiao, sur conseil d'Athéna, tentent de la réveiller, en lui posant les mains dessus. Il y a un petit côté Shun qui réchauffe Yoga dans la scène, ça m'a fait un petit peu rigoler. Et là, c'est florilège, mais vraiment, c'est explosion de fanservice, c'est même plus du fanservice, c'est de la masturbation sanseiesque. Shoko revit littéralement l'arc sanctuaire avec un plan par combat, c'est les plans les plus mythiques selon moi de l'arc. Shiryu qui bloque Excalibur, les deux Double Aurora Execution, enfin voilà, vraiment des grosses scènes très très fanservice. Et là, le nouveau viewer qui découvre Saint Seiya avec Santia Show, il se dit « What the fuck ?» C'est qui ce type avec des cheveux longs à torse poil qui se bat contre le chevalier du Capricorne que j'ai pas vu? Et c'est juste un plan, c'est juste une séquence. Il y a plein de choses comme ça. Pour les fans, par contre, si vous aimez, moi j'ai trouvé que c'était du pain béni. J'ai kiffé cette scène, j'ai kiffé ces petits flashbacks. Ça m'a renvoyé un petit peu vraiment au Club Dorothée et tout ça. C'était évident. Peut-être un peu trop, c'était peut-être un petit peu trop forcé, mais moi ça ne m'a pas gêné. Peut-être parce que je suis en mode fanboy, mais moi ça m'a pas gêné de revoir ces séquences, au contraire, ça m'a fait des souris, ça, j'ai souri quoi. Les plans comme ça qui s'enchaînent, ça marche bien. De nouveau, si t'as pas vu l'arc principal, que tu sais pas de quoi on parle, que tu sais pas ce qui s'est passé, que tu sais pas le combat des Big Five contre les Gold Saints, et ben par contre tu passes à côté de cette séquence, et ça peut largement se discuter. Donc, elle traverse tout l'arc du sanctuaire, et on arrive donc au dernier combat, le combat final, Seiya vs Saga,
Et Shoko est toujours là, telle la souris d'H2G2, à flotter en mode multidimensionnel. Alors oui, tout l'arc du sanctuaire est résumé en 15 secondes. On sait déjà ce qui s'est passé, nous, si on a vu l'anime original, si on a lu le manga original. Sinon, bah, de nouveau, on va y revenir. On va un peu répondre à une autre question à la fin de l'épisode. Là, peut-être que c'est là que les fans ont vraiment tiqué. Effectivement, on peut aller chercher un petit détail. Le raccord avec le combat final, donc Saga et Seiya qui combattent, c'est le moment où, comme d'habitude, Saga est par terre, Seiya est debout, il a dominé, etc. Et Shoko, qui quelque part, en écho avec le dialogue original, reprend les mots de Seiya et de Saga pour les répéter, etc. C'est un ajout. C'est un ajout pour intégrer Shoko à ce combat final. Évidemment, elle n'est pas présente dans le manga original ou dans l'anime original. Hein. Elle ne devait même pas exister dans l'esprit de Kurumada, de la Toei ou de l'auteur. Donc voilà. Mais elle est intégrée comme une add-on. Il rajoute ça un petit peu et quelque part, ça marche, ça marche. On peut ne pas être d'accord avec l'ajout. Ça, c'est un autre débat. On peut se demander si c'était vraiment pertinent. Mais concrètement, si on regarde l'ensemble de la scène, il n'y a aucune interaction directe entre Shoko, Saga et Seiya. Au mieux, c'est des consciences. Du coup, si on calque cette scène sur la scène de l'anime original, on va rester sur l'anime, Seiya, il voit pas Shoko, il n'entend pas Shoko, Saga non plus, et là non plus. C'est plus un échange au niveau subconscient, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu capillotracté, j'avoue. Mais pourtant, moi j'ai l'impression que ça marche. Et donc, hein, on revit la scène finale, le combat final avec le bouclier, Seiya vs Saga, etc. Moi, de nouveau, ça j'ai bien aimé. Évidemment, j'ai déjà vu, mais ça me pose pas de problème. J'ai bien aimé cette scène, la revivre avec ces nouveaux graphismes qui sont quand même plutôt propres dans cet épisode. Je trouve que c'est un petit peu sur la bonne pente, sur la pente montante au niveau des graphismes et des dessins. Donc voilà, de nouveau, une séquence qui certes peut sembler un petit peu étrange, et qu'il l'est, mais avec un peu de bonne volonté, on peut largement l'intégrer, quoi. Il n'y a pas de souci. Et donc on arrive à la fin de l'arc sanctuaire. Saga s'est fait battre, on va le revoir, on va en parler. Il y a un petit plan qui peut aussi déconcerter des gens qui ne connaîtraient pas l'anime original ou le manga original. C'est un plan sur les bronzes secondaires. Les bronzes secondaires qu'on n'a quasiment pas vus, hein, on avait un petit peu jabu. Mais voilà, quoi. Globalement, les mecs disent c'est qui ce gars? C'est qui Ichi? C'est qui tous ces gars? C'est qui tous ces Pico? Qu'est-ce qu'ils font là? Donc bon, voilà, de nouveau, si tu sais, bah, tu dis ah, ils sont là, ils étaient quand même avec Athéna. Donc bref, fin de l'arc sanctuaire classique. Et là, on est reparti en mode ultra fan service. Un plan sur les Gold Saints qui ont survécu, hein, bien entendu, les gros Gold Saints qu'on va revoir par la suite. Un autre plan. De nouveau, fan service avec, en gros, Athéna qui discute un petit peu avec Mu. Bien entendu, les Gold Saints qui reprêtent allégeance à Athéna, ainsi que les autres chevaliers du sanctuaire. Athéna qui court dans les escaliers du sanctuaire pour rejoindre les Big Five. Et là, de nouveau, un plan émotion fan service avec les restes, hein, Aphrodite, Shura, etc. Des plans comme ça sur les Big Five et sur les Gold qui ont perdu les combats ou qui sont morts dans l'arc du sanctuaire. C'est cadeau, c'est cadeau. Concrètement, bien sûr, si tu n'as pas vu l'arc sanctuaire, tu es là, mais qu'est-ce qu'il fout Aphrodite, qu'on a vu dans Santiacho, étalée comme ça au milieu des roses? Tu ne sais pas, c'est pas expliqué dans l'anime. Effectivement, je vais encore une fois y revenir. Le repentir de Saga. C'est un sujet qui est abordé plein de fois dans le manga et dans l'anime original, mais qui est plutôt suggéré que réellement mis en scène. Alors on sait ce qui s'est passé, c'est dit, notamment aussi grâce à Canon, etc. Mais là, pour le coup, on a simplement une mise en scène du repentir de Saga envers Athéna. Athéna qui, quelque part, lui donne l'extrême onction, hein, en reconnaissant que le bon Saga avait une volonté propre qui était, je vais utiliser un terme général, mais lumineuse par rapport à son Evil Saga. Petite mise en scène, il y a quand même de nouveau un petit rappel à sa schizophrénie qui est faite par Mu, etc. Pourquoi pas? Une mise en scène d'une séquence qui a été suggérée pendant longtemps. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. Est-ce que c'est de trop? Je pense pas non plus. Et comme d'hab, découpage de l'épisode, deuxième partie, hein, si on veut, de l'épisode, le retour d'Eris, ma foi très attendu, hein, puisqu'il restait plus que ça, vu la vitesse dans laquelle l'arc sanctuaire a été expédié. Alors, j'ai pas bien compris le lien avec le cosmos négatif que Saga avait et qui englobait le sanctuaire, qui aurait aidé Eris à ne pas mourir ou à revenir d'entre les morts. Le lien est pas très clair, mais en tout cas, les cosmos et les énergies négatives du sanctuaire ont généré des âmes négatives, etc. Et du coup, ça aurait aidé Eris à ne pas mourir. Bon, mettons.
On a de nouveau le lien entre Shoko et Kyoko qui est mis en avant. Elle entend sa sœur, qui est donc toujours possédée par Eris, qui est maintenant le corps officiel d'Eris, et qui va l'appeler pour la rejoindre dans l'Éden noir. Mi et Xiaolin ne l'entendent pas, hein, donc on voit que c'est vraiment le lien entre Kyoko et Shoko. On comprend à ce moment-là qu'il reste quand même une petite part de libre arbitre à Kyoko, peut-être, puisqu'elle propose, alors c'est un grand mot de nouveau, hein, c'est un peu la tuer, mais elle propose à Shoko de rester, et plutôt que de souffrir dans des combats, etc., de la rejoindre dans l'Éden noir et de rester avec elle tout simplement. Peut-être un dernier soubresaut de Kyoko en mode Eris qui, de manière malveillante, quelque part, certes, un peu à la Wishmaster, propose quand même une escape, hein, une voie de sortie à Shoko. On revient en arrière, on retourne à la vie réelle, et de nouveau, gros plan, fanservice. L'armure du Sagittaire qui, comme dans son temple à l'époque, va pointer, se tourner et pointer le ciel d'une manière inquiétante, et un gros plan sur les Gold survivants qui disent qu'un nouveau combat arrive, qu'un nouveau danger arrive, et on a donc une entrée en scène, littéralement cette fois, dans Santiacho, des Gold survivants. Je vais les appeler comme ça, ce sera plus simple pour sur Santiacho. Hein. Et ça fait plutôt plaisir. Ça fait plutôt plaisir parce que ça veut dire qu'on va voir Aldébaran, on va voir Mu, on va voir Milo se battre dans les prochains épisodes. Et ça va être plutôt sympa, je pense. Retour à l'Éden noir avec donc Kyoko qui discute toujours avec Shoko. Hein, voilà, ils font un blabla un petit peu sentimental comme ça. Et arrivé en fanfare d'Athéna avec Milo. Je pense que Milo, c'est vraiment le capitaine de cette série Santiacho. Hein. De nouveau, un long discours sur le rôle des guerres et des implications de chacun des hommes et des dieux. Je pense qu'on a gentiment compris le topo par rapport à ça. Il y a beaucoup plus à montrer. Il y a plein de choses qui sont évidées dans le manga, on en a déjà parlé. Peut-être que ces séquences-là pourraient être raccourcies, surtout qu'ils nous les ont déjà mises à toutes les sauces. Hein. Que ce soit les Dryades qui font ce discours, Eris qui a déjà fait ce discours, là on a de nouveau droit à ce discours. Les deux premières fois, ok, tu te dis pourquoi pas, ils intègrent un peu des thèmes intéressants. Là, tu te dis qu'il y a assez dans le manga de base, dans le matériel de base, pour intégrer peut-être d'autres séquences. Bref, Shoko refuse l'offre d'Eris, bien entendu. Elle se rebelle et elle tente de combattre Eris, ça fonctionne pas. Et Eris blesse Athéna avec la pomme la plus violente du monde. Je trouve cette séquence vraiment bien rendue. La pomme transperce Athéna littéralement, ça le fait super bien. Franchement, ça le fait bien. On voit Eris qui se penche vers Shoko et qui lui murmure quelque chose. Le spectateur n'entend pas. On peut largement imaginer qu'elle lui dit tout simplement que pour sauver sa sœur, enfin pour sauver Athéna, elle devra tuer sa sœur. Elle devra tuer Kyoko. Ça paraît logique. Scène de ending avec l'apparition d'un sanctuaire 2.0, des escaliers à gravir, des sortes de plateformes. On peut largement imaginer ce qui va se passer donc par la suite. Ils vont gravir ce sanctuaire et rencontrer des ennemis dans les escaliers à chaque étape. Et au bout, il y aura Eris et peut-être, j'espère un petit peu, un retour des Dryades, qui sait, elle peut peut-être les faire revenir, hein, Athée et Malice, que j'aimais bien et qu'on n'a vraiment pas vu beaucoup. Et alors donc cet épisode, pour conclure, moi je pense que cet épisode a deux rôles, deux fonctions qui font que justement il a été beaucoup discuté. La première, c'est qu'il sert quelque part de transition entre les deux parties Santiacho, même si au final il reste que 3 épisodes, c'est pas beaucoup, et il permet surtout de replacer Santiacho dans l'arc sanctuaire, en termes de temporalité. Alors ça se discute, on peut en parler des heures, mais globalement son rôle premier c'est ça. Ils enrobent tout ça avec une succession de fan service, peut-être pour le rendre un petit peu plus joli. Certaines choses peuvent faire tiquer, la présence virtuelle de Shoko dans le combat de Saga Seiya par exemple, plein de petites choses, la vitesse à laquelle le sanctuaire est passé et est amené. Si t'es pas très au point sur ce qui s'est passé avant, ça peut être vraiment vraiment chaud de tout suivre. Mais normalement et globalement, on connaît les bases. Et pourquoi Je pense que c'est cet épisode-là qui marque un tournant dans Santiacho et qui précise, qui tape sur la table avec son gros poing plein de cosmos et qui affirme, oui, Santiacho se destine aux fans de la première heure de Saint Seiya. Santiacho n'est pas Dragon Ball Super. Santiacho n'a pas pour but d'apporter un nouveau public à la série, de donner un nouveau grain à moudre à la série. Aussi parce que les jeunes, ça n'a pas de thunes pour acheter des mythes-closes, donc forcément ça ne les intéresse pas. Mais voilà, toujours est-il que pour moi ça c'est ça. Cet épisode nous dit ça. Cet épisode nous dit, hé toi le fan, regarde, on t'en met plein la gueule, tu kiffes les Gold Scenes, tu kiffes les arcs principaux, regarde, on te met plein de plans, etc. Et toi, le nouveau viewer, tu vas rien piger? On s'en branle. C'est dommage, c'est dommage. Je l'avais dit, j'espérais que ce Santiacho permettrait de renouer avec un nouveau public, avec un public qui ne connaît pas Saint Seiya.
Forcément, quand ça passe sur manga à minuit et demi en semaine, c'est un petit peu chaud, hein. Comme l'avait fait quelque part Dragon Ball Super, avec ses bons et ses mauvais points. Je pense que ce pari-là est raté. Je pense que le pari d'amener un nouveau public, de redonner un nouveau jour à la licence Saint Seiya est raté, clairement. On est sur un spin-off de niche qui se destine aux fans, avec tout ce que ça implique. On continuera bien sûr les reviews de cet épisode, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Elle sort le jeudi, mais je voulais vraiment prendre le temps de faire ça bien, puisque c'est un épisode qui a été beaucoup discuté, que ce soit sur YouTube, ou sur les forums, ou sur Facebook, etc. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.